Voilà pour l'essentiel. J-2 avant le référendum sur l'indépendance de la Catalogne. Nous y consacrons donc notre focus aujourd'hui. Nous allons nous pencher sur la jeunesse catalane qui veut pouvoir décider de son avenir et se mobilise pour le référendum. Nos correspondants Mélina Huette et Benjamin Tournier-Bosquet sont allés à leur rencontre. Ils veulent imposer ces jeunes une révolution des sourires, une résistance non violente à l'interdiction du scrutin par Madrid. Regardez. Aujourd'hui, le campus de l'Université autonome de Barcelone a été réquisitionné par des centaines d'étudiants indépendantistes. Nouria a 22 ans. Elle est l'organisatrice de l'événement. Toute la jeunesse sera mobilisée dans les prochains jours pour défendre la démocratie et le référendum, toujours de manière pacifique et festive. Ce qu'on veut faire, c'est lancer un appel à la jeunesse pour qu'elle n'ait pas peur et qu'elle comprenne qu'on est l'avenir de ce pays. Le pays, chez ces jeunes, ce n'est pas l'Espagne, mais la Catalogne. Parmi les participants, de jeunes militants, des syndicats étudiants, mais aussi l'équipe universitaire d'une des plus spectaculaires traditions catalanes, les Castells. Je pense que nous sommes différents, que nous avons une identité propre qui nous donne le droit de décider librement de ce que nous voulons devenir. Les Castellers existent depuis plus de 200 ans. C'est une question de culture. Mais c'est une manière aussi de montrer que nous sommes différents du reste de l'Espagne. Et pour certains, c'est l'occasion de rêver d'une société nouvelle. Ce qu'on demande, ce n'est pas seulement un changement de drapeau. Ce qu'on demande, c'est un changement social, un changement organisationnel. Une société dans laquelle on voterait de nouvelles lois sur le logement, l'éducation ou la santé. Entre deux concerts, des politiques s'invitent à la tribune, comme cet activiste et député de la CUP, un parti indépendantiste de la gauche radicale. Nous utiliserons la désobéissance civile, pacifique et non violente, parce que cela responsabilise tout le monde et ça humanise. Ce message de retenue, les indépendantistes y tiennent. Le but, entretenir l'image séduisante d'une contestation pacifique. Au petit matin, la place centrale de l'université a retrouvé son calme habituel. Mais pour le noyau dur des manifestants, pas question de se démobiliser. Nous retrouvons Nouria, direction le centre de Barcelone. L'idée, être le plus visible pour maintenir la pression sur Madrid. Il faut tout donner en arrivant place de l'université, pour qu'on leur montre la force de frappe de l'Université autonome de Barcelone. Parmi les curieux, quelques soutiens spontanés et intergénérationnels. Moi aussi j'étais là il y a 50 ans. Chez ces jeunes, la bataille pour le oui passe par la rue, mais aussi par les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, un moyen efficace pour tenter de convaincre les derniers indécis. Chez les jeunes de 18 à 25 ans, 76% soutiennent la convocation d'un référendum unilatéral, même s'ils ne sont pas tous pour l'indépendance. Pour eux, le droit à voter est primordial. Moi j'aimerais au moins qu'on puisse tous voter, aussi bien les indépendantistes que ceux qui veulent voter non. Aujourd'hui, ces étudiants ont décidé d'occuper l'université du centre de Barcelone. Habituellement, elle sert de bureau de vote à chaque élection. Mais pour le référendum, le président de l'établissement a refusé de céder aux demandes des indépendantistes. Il n'y aura pas de vote dans ces locaux. La décision indigne certains enseignants qui saluent l'investissement politique de leurs élèves. C'est vrai que ces dernières années, les taux de participation politique des jeunes à l'université avaient descendu. Là, ça me fait plaisir de les voir se mobiliser pour leurs idées. Systématiquement en première ligne dans les manifestations et les rassemblements, les jeunes catalans sont ceux qui offrent la plus forte visibilité au mouvement indépendantiste. Selon le dernier sondage du centre d'opinion du gouvernement catalan, le oui serait largement gagnant chez les jeunes de 18 à 34 ans.
Et nous continuons à parler de cette jeunesse catalane avec notre invité Benoît Pellistrandi, historien de l'Espagne moderne et contemporaine. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors on voit bien l'ambiance bon enfant de cette contestation de cette jeunesse. Est-ce que face à la rigidité de Madrid qui affirme encore à l'instant que ce référendum n'aura pas lieu, est-ce que véritablement cette contestation non violente peut se maintenir comme ça, ou est-ce qu'il y a un risque de groupe qui pourrait avoir une réponse un peu plus violente face à Madrid ? Il y a un vrai risque parce que le reportage qui est excellent et qui montre bien cette mobilisation de la jeunesse universitaire, mais d'une jeunesse universitaire très catalanisée et engagée dans le mouvement catalaniste. À côté, il y a aussi une autre jeunesse radicalisée, qui sont les jeunesses militantes de la candidature d'unité populaire, qui est un parti du bloc indépendantiste, qui est un mouvement de gauche radicale, qui lui est beaucoup plus violent. Début août, ils ont incendié un autocar de touristes parce qu'ils sont contre le tourisme à Barcelone. Ils ont, mercredi, occupé la place devant la cathédrale de Barcelone pour annoncer que dans la République catalane, qui va naître la semaine prochaine, selon eux, les églises seront confisquées pour devenir des écoles de musique ou des économas. Donc, le reportage montre bien effectivement un visage avenant de ce nationalisme. Maintenant, quand on regarde tout l'éventail des options, il y a des militants beaucoup plus décidés, beaucoup plus violents. Le reportage l'a montré à un moment, qui veulent profiter de cette déclaration d'indépendance pour une révolution sociale. Donc les choses sont extrêmement complexes et effectivement, le sentiment que j'ai, c'est qu'on a tellement répandu d'affirmations fausses, de slogans extrêmement violents. Sur quel sujet? Sur tous les sujets. Sur l'avenir de la Catalogne indépendante. Union européenne ou pas Union européenne. Les indépendantistes disent toujours que la Catalogne fera partie de l'Union européenne quoi qu'il arrive. Ce que ne dit pas l'Union européenne. C'est-à-dire que l'Union européenne dit que la Catalogne devra repasser par tout le processus. Les traités interdisent quand on fait sécession. Ils disent que le référendum est légitime et possible au regard du droit international. Ce n'est pas le cas, puisque pour qu'une région puisse demander sa sécession, il faut qu'elle soit en situation coloniale, en situation opprimée, ou qu'il y ait effectivement des répressions humanitaires très graves. Ce n'est absolument pas le cas de la Catalogne, qui est une région qui jouit depuis 40 ans d'un système démocratique. Alors, vous nous le dites, pas de justification en vue du droit international, une opposition ferme à Madrid qui met tout en œuvre pour empêcher ce référendum et qui réaffirme qu'il n'aura pas lieu. Est-ce qu'il va avoir lieu ce référendum? Alors, au nom de la Constitution, il faut bien comprendre que la position du gouvernement de Madrid, actuellement, même si on peut contester la politique qui a été suivie par le gouvernement de Mariano Rajoy, mais actuellement, le gouvernement dit, voilà, il y a un cadre constitutionnel, on ne peut pas sortir de ce cadre constitutionnel. Et c'est pour ça que la crise est extraordinairement grave en ce moment en Espagne et que tout le monde est inquiet à la veille de ce référendum, parce que nous sommes dans une crise qui est plus grave encore que celle que la démocratie espagnole a traversée le 23 février 1981 lorsqu'il y a eu une tentative de coup d'État militaire. On est dans quelque chose qui ne s'apparente pas à un coup d'État militaire, mais qui est une sorte d'action contre les institutions démocratiques de l'Espagne, avec un argument qui consiste à dire oui, mais voter c'est démocratique. C'est démocratique dès lors que c'est encadré par des lois. Et alors, vous avez raison de poser la question, qu'est-ce qui va se passer dimanche? C'est la grande inconnue. Matériellement, le référendum est très difficile à organiser parce que les bureaux de vote sont donc fermés. On ne sait pas où vont avoir lieu les votes. Les écoles, le gouvernement de la Généralité les a d'une certaine façon, entre guillemets, réquisitionnées. C'est-à-dire qu'il a fait démissionner les directeurs des écoles. Et aujourd'hui, n'est responsable des écoles que le conseiller d'éducation du gouvernement catalan, pour une raison très simple. C'est qu'à ce moment-là, c'est lui qui aura toute la responsabilité administrative et pénale. Et donc, le directeur d'école ne peut pas être arrêté par la police espagnole. Donc le directeur d'école est hors du circuit. Mais en réalité, ils ont fait ça pour pouvoir ouvrir les écoles. Et par ailleurs, il y a un ordre qui a été donné à la police catalane et la police espagnole, qui consiste à partir de 21h ce soir de fermer les écoles et d'empêcher qu'elles soient ouvertes pendant le week-end. Une des ripostes du gouvernement catalan, ça a consisté à dire que ce seront les centres de santé qui deviendront des bureaux de vote, les hôpitaux, etc. Donc on est dans la plus grande inconnue, en tout cas pour les grandes villes. Dans les villages reculés et dans la Catalogne rurale très indépendantiste. Pour les électeurs, il est plus facile d'identifier ça sera plus facile le centre de vote. Et là, il y aura quelque chose, y compris même, je dirais, de façon symbolique, sur la place du village, en posant une urne, etc. Donc, on ne sait pas du tout, c'est le saut dans l'inconnu dimanche. Est-ce que la journée va se dérouler sans incident? Ça serait formidable, ce n'est pas sûr. Et puis, je dirais, double saut dans l'inconnu, parce qu'au soir
de dimanche, il y aura une proclamation de résultats sans la moindre garantie juridique, puisqu'on n'a pas de liste électorale, on n'a pas, etc. Mais enfin, il y aura une proclamation, et du coup, la semaine qui s'ouvre en Catalogne risque de nous conduire à une déclaration unilatérale d'indépendance. Est-ce qu'il peut y avoir un compromis entre Madrid et les indépendantistes? Est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas dans une lutte, un rapport de force où les indépendantistes ne veulent pas obtenir finalement l'indépendance parce qu'ils savent très bien qu'ils ne l'auront pas, Madrid ne l'accordera pas, mais est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente, un mi-chemin? Eh ben, c'est toute la difficulté, c'est qu'on est allé beaucoup trop loin. Cette crise a cassé tous les éléments d'un dialogue possible. D'abord, par la non-reconnaissance de la Constitution. Donc c'est extrêmement grave. Vous avez une partie de la Catalogne qui se place en sécession institutionnelle et démocratique, de fait. Ensuite, vous avez des discours qui ont été extrêmement blessants d'un côté comme de l'autre. D'un côté, les autorités catalanes, en tant qu'autorités, ont traité l'État espagnol d'État fasciste et les forces de sécurité espagnoles de forces d'occupation. C'est extrêmement grave. Mais d'un autre côté, il ne faut pas aussi sous-estimer le sentiment national catalan, qui a toujours été un sentiment national très susceptible et qui se sent en partie blessé dans cette crise. Donc on est allé dans une logique où il faudrait qu'il y ait un vainqueur et un vaincu. Or, il n'y aura ni vainqueur ni vaincu. Il y a actuellement un immense gâchis et c'est là où l'inquiétude est encore plus forte, c'est quelles sont les voies de sortie? Et je suis bien incapable de vous en proposer parce que personne aujourd'hui en Espagne ne les connaît. Merci beaucoup Benoît Pellistrandi pour votre éclairage. C'est la fin de ce focus. On se retrouve dans quelques secondes pour un nouveau journal. À tout de suite.